Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Un nouveau continent est en train d'émerger sous nos yeux, c'est le monde du Web 3 qui comprend les NFT, les métaverses, la blockchain en général. On en parle aujourd'hui parce qu'il attire logiquement beaucoup d'entrepreneurs. Bonjour Gabriel. Bonjour. Bienvenue dans l'émission consacrée à la création d'entreprises. C'est vrai que c'est un nouvel Eldorado, ces NFT, ces métavers. On va essayer de donner quelques clés à ceux qui nous regardent et qui, pour certains, pour qui c'est un jargon pour l'instant pas très audible. Mais on commence toujours par l'actualité. Et l'actualité nous sert justement sur ce thème, puisque un Français, enfin une équipe, pas que française d'ailleurs, avec notamment un développeur français, RFTK, vient d'être acheté par Nike dans cet univers justement des NFT. Alors, commençons peut-être par expliquer ce qu'est un NFT pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces acronymes. Ok, donc alors un NFT, c'est un droit de propriété digital qui permet à tout un chacun de prouver la propriété et l'unicité d'un objet digital qu'il aurait en sa possession. La plupart des NFT aujourd'hui sont des images, des JPEG, qui sont donc intégrées dans la blockchain, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment associées à une crypto-monnaie. Et le fait d'être associé à une crypto-monnaie permet justement cette démonstration d'unicité et de propriété. Et alors c'est ça toute la magie de ces NFT, non-fungible tokens en anglais, des jetons non fongibles qui ne peuvent pas s'échanger, qui sont uniques. La magie, c'est que dans un monde numérique où tout est reproductible à l'infini, on arrive à créer de la rareté. Exactement. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire fongible? C'est-à-dire que si vous me donnez 10 € et qu'un copain me donne 10 €, j'ai 20 € dans la poche. Donc c'est-à-dire que j'arrive à les mélanger. Un NFT, il ne peut pas se mélanger. C'est-à-dire vous me donnez un panda, un copain me donne une girafe, j'ai un panda et une girafe. Rien n'est mixé. Donc c'est ça le principe du NFT, c'est de créer ce concept d'objet, c'est-à-dire unique, mais dans le monde digital. Et alors ça arrive avec l'art beaucoup, parce que ça existait déjà dans l'art, les éditions limitées de photographie par exemple, de lithographie, c'était déjà un concept qui était populaire dans la vraie vie. Exactement. En fait, le NFT, il a explosé, disons, cette année en utilisation et en achat grâce à des initiatives artistiques, parce qu'en fait, l'art, c'est, disons, l'utilité la plus immédiate, la plus simple pour une image. Et donc, il y a des grandes initiatives jusqu'à la vente aux enchères Christie's et Sotheby's début de septembre 2021. On va revenir donc sur votre aventure entrepreneuriale à Panda Dynasty dans la seconde partie de l'émission, mais je reviens sur cette actualité. Donc Nike, fabricant bien connu de vêtements de sport, qui rachète RFTK. Artefact, ça va plus vite. Vous pouvez nous présenter un peu le concept et pourquoi ça fait autant de buzz dans la communauté ? En fait, Nike entre dans la métaverse. Nike va encore plus loin que la digitalisation de son modèle, est en train de transformer son métier, qui est la production de chaussures de sport, dans la création de chaussures 3D et la vente de ces chaussures 3D dans la métaverse, c'est-à-dire dans des mondes virtuels. Donc les mondes virtuels les plus connus, c'est Sandbox et Decentraland. Et donc rachète Artefact, qui est le leader de la création de chaussures, de sneakers, de baskets 3D et unique, c'est-à-dire au format NFT. Et qui était virtuel et qui se vendait 10 000 $, pour donner un peu l'ordre de grandeur. Et je pense qu'en effet, la crise sanitaire n'y est pas pour rien. Quand on fabrique des vêtements dans la vraie vie et puis qu'on se dit tout le monde est confiné chez soi derrière son ordinateur, il faut qu'on leur vende l'équivalent en ligne. Exactement. En fait, la tendance, elle s'appelle la MetaWear, c'est-à-dire les habits que l'on porte et que l'on porterait dans ces mondes virtuels. Et donc, il y a de plus en plus de marques, de sociétés qui sont en train de créer des vêtements, des accessoires, des sacs à dos, ce genre de trucs, pour être portés dans la métaverse. Évidemment, le Covid a accéléré l'utilisation de ce genre de choses dans les mondes virtuels. Oui, parce qu'en fait, comme on s'habille dans la vraie vie, il faut s'habiller aussi dans le monde virtuel, ça qui est fou, et qui a une révolution culturelle. D'ailleurs, à propos de méta, on voit que
les GAFAM s'y intéressent de près, au point que Facebook s'est renommé Meta pour créer son propre métaverse. Donc Mark Zuckerberg clairement s'intéresse à ce Web 3, qui est l'évolution naturelle de son réseau social avec cet aspect décentralisé qui intervient grâce au NFT. Lui veut créer un monde virtuel extrêmement proche du monde réel. Il a plutôt, lui, la mainmise sur les données, et c'est vraiment un sujet très, très important de souveraineté individuelle. Et l'idée, avec son méta, ça serait plutôt justement de redonner un petit peu de pouvoir et un petit peu d'indépendance à ses utilisateurs grâce au NFT. Sinon, ils la reprendront, cette indépendance, parce que la NFT, c'est la clé justement de cette décentralisation et ce pouvoir aux utilisateurs. Exactement. Le fait, en fait, c'est la grande révolution de ce Web 3. C'est redonner le pouvoir aux utilisateurs d'Internet en général. Le fait d'être propriétaire d'une partie du jeu dans lequel on joue, du réseau social, du site Internet, ça change tout, puisque c'est cette propriété-là qui détermine la relation que je vais avoir avec ce site. Et est-ce que ce n'est pas incompatible justement avec ces grands acteurs que sont les GAFA, qui sont très centralisés? Si, clairement, ils sont à risque. C'est-à-dire clairement qu'aujourd'hui, toutes les initiatives NFT qui sont en train de recréer des business models digitaux, ils sont en fondamentale contradiction avec les business models de Facebook, de Google et des grands GAFAM. Et sur tous les sujets, Spotify a un concurrent qui s'appelle Audius, qui est fondé justement sur cette NFT. Et puis, les artistes peuvent distribuer via cette plateforme leur musique sans passer par un acteur central. Exactement. Toutes les autorités type SACEM, qui organisent les droits de royalties et déterminent les propriétaires de telle ou telle création, c'est en train d'être réinventé de manière très efficace par les NFT. Et exactement, aujourd'hui Spotify contrôle le marché. Oui, c'est lui qui distribue les revenus, mais demain, ça peut être fait de manière totalement automatisée et de manière très équitable grâce aux NFT. Bon, on va parler de Panda Dynasty, qui est votre entreprise, parce qu'en effet, les idées foisonnent autour de ces NFT. Alors, ce qui est magique avec cet univers, ce nouveau continent qu'on évoque, NFT, Metaverse, et on va voir comment ça se relie avec votre projet Panda Dynasty. Mais pour commencer, on peut dire sans trahir de secret qu'il y a quelques mois, vous étiez très loin de cet univers. Ah oui, complètement. C'est-à-dire, je ne connaissais rien. Moi, je viens du monde du marketing web et des agences de publicité et du monde des médias. Et puis, pendant l'été, le 20 août à peu près, un copain vient me voir en me disant « Gabriel, intéresse-toi à ce qui se passe dans les drops NFT ». Moi, je dis « Attends, je ne sais pas ce que c'est un drop, je ne sais pas ce que c'est un NFT ». Alors, c'est quoi un drop ? Alors, un drop, c'est un événement de vente privée, de vente exclusive, de vente unique. Donc, c'est le fait de dire que tel jour, telle date, à telle heure, on va vendre un stock alors de NFT. Et nous, notre idée, ça a été de vendre 8888 pandas. Alors les pandas, on va peut-être voir ces fameux pandas. Pourquoi des pandas ? On cherchait un animal avec une relation émotionnelle très forte. Le panda, c'est c'est ça ou le chat. Voilà, c'est ça. Il y a les singes marchent. Les singes aussi marchent très très bien. Et voilà, l'idée, c'était de créer vraiment une icône pour que les gens puissent vraiment se projeter dans l'illustration qu'on allait créer. Donc vous avez créé 8888 vignettes de pandas, enfin comme des images Panini. Le concept, il n'est pas très éloigné. Et vous avez fait ce drop, cet événement, où vous les avez vendus à une communauté de fans. Exactement, une communauté qu'on a créée sur Discord. Donc c'est un réseau social, mais dans un format très instantané. Donc c'est une sorte de... Comme WhatsApp un peu ? C'est un WhatsApp plus étoffé, avec des forums, des catégories. Donc c'est très utilisé par les gamers. Donc l'idée, ça a été de créer très rapidement la collection de pandas. Ensuite, sur Twitter, en parler, communiquer autour de ce projet pour acquérir du trafic et créer la communauté sur Discord. Alors c'est là où ça rejoint votre métier de la communication digitale et du marketing, parce qu'en effet, la clé,
Ce n'est pas uniquement ce talent artistique de création de pandas, c'est aussi d'arriver à les faire connaître, à fédérer une communauté qui va se l'approprier. Et c'est là où on rejoint le métavers. Exactement. Alors nous, notre projet, c'est un crypto game, c'est-à-dire que c'est plutôt un jeu qui permet aux utilisateurs d'utiliser les pandas à l'intérieur du crypto game, à l'intérieur de ce jeu. Et ils ont une relation très importante, très émotionnelle, très forte grâce aux pandas à l'intérieur de ce jeu-là. Parce qu'en effet, une fois que les pandas sont vendus, ils continuent à vivre leur vie. Et le but, c'est de continuer à faire vivre cette communauté. Ça ne s'arrête pas là. Et c'est là où NFT et Metaverse se rejoignent. Donc, vous avez créé un Metaverse, ce jeu, on peut appeler ça un Metaverse. C'est ça, Metaverse, ça veut dire quoi? C'est un univers, disons, parallèle, ou un univers créatif en ligne. Donc, en effet, la plupart, quand on pense Metaverse, on pense monde virtuel, un peu comme Second Life, c'est-à-dire des grands mondes 3D gigantesques. Mais avec des casques de réalité virtuelle parfois, mais c'est pas toujours ça. Voilà, ça peut être un jeu. Fortnite, c'est un Metaverse. Oui, ça peut être un Metaverse. Disons que même Axie Infinity, c'est un autre type de jeu avec un gameplay plus avancé. Et on pourrait considérer, bon, j'imagine que les experts vont me contredire, mais on pourrait considérer que par exemple qu'un jeu comme Sorare est aussi une métaverse. Et pourquoi avoir fait un jeu? Pourquoi ne pas s'être arrêté juste à la dimension artistique c'est le challenge, quoi, c'est le défi. Qu'est-ce que les gens vont faire de leur NFT? En fait, disons, c'est facile de faire un drop. C'est-à-dire qu'on crée une collection, on les vend. Mais ensuite, à quoi ça sert? Si c'est uniquement pour s'en servir comme photo de profil, d'ailleurs, c'est pour ça que les pandas peuvent être utilisés comme PFP, Profile Pic, comme photo de profil, ça a été conçu comme ça. Donc c'est une utilité, mais qui est assez simple. L'idée, c'est de réussir à donner une vraie valeur pour que les gens s'en servent quelque part. Et le jeu est très adapté pour se servir de ce genre d'NFT. Alors on voit des images de jeu qui est autour d'une chasse au trésor. Là, on voit le coffre qui est le Graal. Comment est-ce que... tout le monde, finalement, vous en êtes une belle illustration, peut du jour au lendemain créer sa collection autour d'une idée et lancer ses NFT. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui marchent et qu'il y en a qui ne vont pas marcher? D'ailleurs, la plupart ne marchent pas. Aujourd'hui, moi, à mon époque, c'est-à-dire il y a très longtemps, il y a 2 mois, il y avait, disons, une collection par jour qui fonctionnait. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a plutôt une par semaine. C'est-à-dire que là, ça commence vraiment à ralentir le nombre de personnes qui arrivent. Le moteur est un peu engorgé. C'est ça. Et il y en a aussi 10 fois plus. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'offres. Donc c'est plus difficile d'y arriver. Est-ce qu'on peut analyser les facteurs de succès? Qu'est-ce qui fait qu'une collection va marcher? Il y en a 4. J'ai bien identifié les choses et j'ai vraiment essayé de réfléchir. Qu'est-ce qui fait qu'une collection marche? Qu'est-ce qui fait qu'une collection est bloquée? Donc il y a 4 choses sur lesquelles il faut absolument travailler. La première, c'est l'art. Donc le design, donc de votre... La qualité artistique. La qualité artistique et surtout la relation émotionnelle qu'on va avoir avec l'art. Ensuite, il y a la technique, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser la blockchain, il faut avoir un dev crypto vraiment averti et qui connaît les mécanismes de blockchain. Il y a l'acquisition de trafic. Donc ça, c'était mon métier à l'époque, c'est-à-dire la capacité à drainer un trafic assez monstrueux dans une période très très courte sur un Discord. Et ensuite, il y a la capacité à engager une communauté, donc le community management sur Discord, et à faire adhérer une communauté non seulement à votre art, mais aussi à votre projet. On parle du business model. Comment est-ce quels sont les types de business model et quel est le vôtre? Alors, il y a 2 partie du business model, donc il y a la partie drop, c'est-à-dire qu'en vendant une collection, forcément on dégage du chiffre d'affaires pendant une période très courte. Et ensuite le deuxième business model, donc il y en a plusieurs. Moi le mien, c'est le business model du play to earn, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du jeu, les gens doivent utiliser des cryptos. Ces cryptos peuvent faire des petits, c'est-à-dire ils peuvent en gagner de plus en plus, et donc ensuite convertir ces cryptos en argent réel. Et moi, je prends des commissions à chaque fois qu'il y a une utilisation ou un transfert ou un échange de cryptos. Et ce qui est intéressant, c'est que les business models peuvent être très variés avec ce système. On parlait des artistes qui vont mettre à disposition des NFT sur le web.
Et à chaque transaction, ils peuvent retoucher une commission, par exemple. Ils peuvent toucher 5%. Ou on peut faire des dons à des œuvres de charité. Bien sûr. Enfin, on peut associer plein de... Étant donné qu'on arrive à tracer vraiment tous les flux. Exactement. C'est-à-dire que le NFT, c'est la preuve de propriété. Chaque NFT est associé à un smart contract. C'est-à-dire que c'est un contrat qui est gravé aussi, lui aussi dans la blockchain et qui détermine tous les mécanismes d'échange et de rétribution des royalties à toutes les personnes qui font partie de la chaîne de valeur. Alors on a vu un peu d'autres phénomènes d'emballement comme ça, avec les ICO notamment, ou des choses comme ça, qui étaient des espèces d'introductions en bourse autour des cryptos. Et puis ça s'est un peu ralenti. Est-ce que vous craignez la même chose pour les NFT, étant donné cette ruée vers l'or et beaucoup d'acteurs demain, vous pouvez publier vos photos de vacances en NFT. Hein. Oui, c'est clair. Le parallèle, il est parfait, il est excellent. Donc ça veut dire qu'il y a 99% des ICO qui sont complètement terminés, qui sont allés dans le mur. Mais il y a Ethereum qui a aussi fait une ICO. C'est-à-dire qu'il y a cet énorme crypto qui est en train de remplacer, à mes yeux, Bitcoin, qui a lui aussi fait une ICO. Donc il y a 1% des personnes qui se sont engagées dans une ICO qui ont quasiment changé le visage de la crypto. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a quelques petits projets, peut-être comme Artefact et comme d'autres, comme les Bored Apes aussi, peut-être comme les pandas, qui vont, ce qu'on vous souhaite. Merci, qui vont changer le visage du monde des NFT. Et vous pensez à la suite déjà des pandas? Qu'est-ce que les prochaines étapes? Même si ça fait que quelques mois, on le rappelle. Ça va très vite, ça va très très vite. Donc les prochaines étapes, c'est de développer ce jeu, de développer cette chasse au trésor, de fournir à ma communauté à peu près toutes les 2 semaines une nouvelle action, un nouveau jeu qui va leur permettre de débloquer une clé qui, au final, va pouvoir leur permettre d'ouvrir le trésor. Donc c'est ça le concept. Et puis je pense à plein de choses. Je pense à mes pandas en 3D peut-être demain. Je pense peut-être aussi à intégrer une crypto, à créer une crypto qui serait peut-être le bambou. Ça serait bien. Ça serait approprié. Ça serait approprié pour que les gens puissent réaliser des actions et faire des échanges au sein même du jeu. Ouais, on crée vraiment un univers complet. On va parler maintenant de vous, Gabriel, en tant qu'entrepreneur. Hein. Quel est le parcours qui vous a amené à cette histoire de panda, à cette dynastie de pandas? En fait, ce qui est fascinant, c'est la capacité avec laquelle vous avez réussi, peut-être en quelques heures de discussion avec ce développeur, à changer de vie. Oui, complètement. Donc je suis un serial entrepreneur, disons, du web. J'ai commencé en 2006 avec une agence d'advergame. C'est-à-dire que je suis dans le monde du jeu depuis longtemps, depuis 15 ans. J'ai petit à petit transformé mon métier dans un métier plutôt de marketing à la performance, d'achat d'espace, d'arbitrage publicitaire, ce genre de choses. Donc j'étais très orienté sur justement cette capacité à drainer du trafic d'un point A à un point B sur Internet. Puis c'est vrai que 2021, j'étais simplement consultant. J'avais des clients où je leur fournissais des prestations de marketing interactif. Et exactement, en fait, du jour au lendemain, en 3 semaines, je pense que c'est assez rare dans le parcours d'un entrepreneur, mais en 3 semaines, j'ai basculé dans un autre secteur d'activité. Et ça a changé ma vie. Comment on change de vie comme ça quand on voit la lumière? D'un coup, on se dit, oui, c'est ça qu'il faut faire. On arrête tout d'un coup, on fait une transition. Comment ça s'est passé? Ça a été radical. Cet ami développeur m'a appelé le 15 août. J'étais les pieds dans l'eau, à la plage, avec mes enfants autour de moi. Je ne m'y attendais pas du tout. Et ça a été comme un déclic, parce qu'en fait, j'ai vite compris l'intérêt de ce NFT, que c'était vraiment un outil qui allait changer nos rapports au jeu, qui était quand même mon monde, et au marketing interactif. Donc ça m'a tout de suite piqué. Et bien au-delà, hein, tout ce qui peut s'échanger finalement. Exactement. Tous les secteurs d'activité qui ont un lien ou un rapport avec un second marché sont concernés par la révolution du NFT. Et comment vous y êtes pris alors? Ces 3 semaines, vous les avez vécues comment? Il a fallu créer une équipe ou vous avez fait ça tout seul? Avec des talents quand même autres. Ben en fait, c'est une aventure entrepreneuriale condensée. Donc exactement, j'ai créé une équipe, une illustratrice, le développeur, il était tout, c'est cet ami-là, un web designer, puisqu'on a créé un site, une community manager, des achats d'espace. On a vraiment constitué en quelques heures, hein, même pas quelques jours, en quelques heures, on a créé une équipe très performante.
Et ensuite, on a déroulé un plan d'action en moins de 2 semaines. Et cette rapidité d'action, elle est essentielle aussi dans cet univers ou pas forcément? Est-ce qu'on aurait pu le faire en plus de temps? Alors, moi, je l'ai perçu comme quelque chose d'indispensable. On s'était dit qu'il y avait cette vente Christie's le 10 septembre à l'époque et qu'il fallait absolument lancer avant. Donc, ça a mis une sorte de pression folle. Je pense que la moyenne des drops, elle est plutôt entre 2 mois et 3 mois. Nous, on l'a fait en 2-3 semaines. Mais en tout cas, même 2 mois, ça reste, je pense, la vitesse et la rapidité, un facteur aussi clé de succès dans la capacité à délivrer. Qu'est-ce qui vous intéresse en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce qui vous motive en général dans ces créations d'entreprises successives? Je sais j'ai un côté très créatif qui doit absolument s'exprimer. Je sais que depuis très très jeune, j'ai toujours eu envie de créer un univers. Et donc, moi, les entrepreneurs qui me passionnent, c'est Steve Jobs, évidemment, aussi dans son aventure Pixar, et c'est George Lucas. C'est ce genre de figure moi, que j'adore, ces personnes qui ont réussi à créer un monde à eux, qui leur ressemble et qui parle à des millions de personnes. Et donc cette dimension créatrice, ça c'était vraiment c'est un moteur de votre carrière d'entrepreneur. Oui. Et plus que, je pense que quand on en parle avec les entrepreneurs, ça revient souvent. Le succès financier, c'est pas vraiment le moteur en fait. Le moteur, c'est de réussir à délivrer un projet qui fonctionne, qui marche et qui parle à un maximum de personnes. À quoi ressemble votre entreprise? Est-ce que vous avez pris des bureaux, des locaux? Est-ce que vous êtes chacun de par le monde? On est dans la métaverse. On est dans les nuages. Chacun avec son panda? Chacun avec son panda. Chacun est chez lui. Tout le monde à distance. On se croise dans nos voyages. C'est-à-dire que mon illustratrice est à Malaga. Elle est venue me voir. On a discuté. Mon développeur est à Londres. Mon studio de jeu est en Belgique. Et donc en Suisse, pardon, excusez-moi. Et donc l'idée, c'est de fonctionner comme ça, tout le monde à distance, avec des gens extrêmement compétents qui, avec un petit brief, sont capables de délivrer de manière autonome dans des périodes très courtes. Parce que ça, c'est l'avenir du métaverse qu'on nous promet, la vision du travail de demain, être tous en virtuel à 100%. Oui, moi je crois beaucoup à des moments donnés à l'importance de se voir, de discuter et des échanges réels. Mais disons qu'au moment de l'opérationnel et de la délivrabilité, chacun peut être chez lui et je pense c'est même plus efficace à la maison, concentré sur sa tâche. Et est-ce que vous dites que cette dynastie qui nous projette sur le long terme va justement être une vraie dynastie, va durer longtemps? Parce que quand on voit la vitesse à laquelle vous avez réussi à changer de vie pour créer cette entreprise, on peut se dire demain vous allez tomber sur notre idée et repartir. Est-ce que c'est ça votre état d'esprit ou est-ce que vous dites non, là j'ai envie vraiment de construire dans la durée? Là oui. Je pense que d'ailleurs, ça s'est vu avec Artefact, ça se voit avec Sora, ça se voit avec les grandes sociétés à succès dans le monde des cryptos et des NFT, c'est que le début est très rapide, c'est un boom, mais ensuite, voilà, c'est les choses sérieuses qui commencent. Comment je vais faire pour durer? Comment je vais faire pour m'asseoir, pour institutionnaliser mon jeu et ma marque? Quels sont les partenariats que je vais créer pour vraiment rentrer dans le monde réel et dans le monde et dans la durée? Est-ce que vous imaginez que voilà, ces pandas vont être l'emblème de personnes qui vont les associer en photo de profil? C'est ça l'ambition? Vous travaillez à ça? Enfin, vous essayez de faire venir des noms connus justement sur ces pandas? C'est l'idée, c'est le projet, c'est la roadmap, c'est de réussir à convaincre des institutions, des personnalités, des marques à utiliser les pandas dans leur vie numérique. Et alors, ça serait qui la personne dont vous seriez fier d'avoir qui porte ces pandas? L'idée, c'est les Américains, ils appellent ça hype, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le top de la tendance. On est vraiment les gens qui utilisent les NFT comme des photos de profil. C'est des gens qui vraiment ont envie d'être au maximum de la tendance, du style.
Donc moi, ce qu'il me faudrait, c'est des DJ, c'est des créateurs de marques, c'est vraiment des gens qui créent les tendances et le monde de demain. Donc des innovateurs. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les prochaines semaines, parce que ça va très vite? Le succès des pandas, que le floor price du panda décolle. C'est le prix minimum d'un panda. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Pour l'instant, il est à combien? Il est aux alentours de 250-300 $. Les grands succès se vendent aujourd'hui au minimum à 200 000, 300 $. Donc voilà, il faut que je fasse fois 1000. Donc c'est ça qu'il faudrait me souhaiter. Bon, on vous souhaite ça alors, c'est simple. Merci beaucoup. Merci Gabriel de nous avoir raconté cette Panda Dynasty et nous avoir permis de lever un voile sur ce monde des NFT et des métaverses. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.